Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. En ce jour, je prends encore la parole pour échanger avec vous sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur. Je vais commencer mon propos simplement en réitérant ma demande auprès du gouvernement ivoirien, en leur disant d'avoir une intention particulière pour les prisonniers politiques, de libérer les prisonniers politiques, car comme je le souligne toujours, un prisonnier politique n'est pas un prisonnier de droit commun. Et cela fait 3 à 4 ans que ces personnes sont détenues dans des conditions exécrables, que ces personnes, n'est-ce pas, subissent des sévices corporels, que ces personnes sont mal en point. Nous demandons au président et à son gouvernement, n'est-ce pas, de libérer tous ces jeunes Ivoiriens qui sont à tort ou à raison arrêtés, qui sont, n'est-ce pas, en prison sans savoir ce pourquoi ils le sont, qui sont en prison sans savoir s'ils sont condamnés ou s'ils sont libérables. Nous lançons encore un message au président Ouattara. Il faut libérer ces prisonniers politiques. Il faut libérer ces prisonniers d'opinion. La Côte d'Ivoire a besoin de pluralité. Et quand je parle de pluralité, je parle d'une pluralité, n'est-ce pas, vraie. Je ne parle pas d'une opposition qui sera incarnée par Kei Côte d'Ivoire ou bien par Zadi Djedje. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une pluralité où des vaillants ivoiriens, ou des intellectuels ivoiriens, ou des personnes très cultivées, n'est-ce pas, peuvent avoir la liberté d'apprécier une situation politique sans se faire emprisonner. C'est ce qui est important. Cela dit, je vais revenir après sur le sommet de la francophonie. Lequel sommet de la francophonie, François Hollande a sommé un certain nombre de dirigeants africains, n'est-ce pas, qui envisageraient s'accrocher aux constitutions, modifier les constitutions et faire de sorte que, n'est-ce pas, ces constitutions puissent leur permettre de se présenter une énième fois aux élections respectives de leur pays, de ne pas le faire, de les en dissuader. Et à ce propos, nous allons écouter comme ça ensemble la réaction d'Alassane Ouattara, donc le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le président ivoirien, il est au micro de Karine Franck. Je n'ai pas vu d'avertissement. Ce que moi j'ai indiqué dans la salle, c'est qu'il est important que les pays africains avancent dans le processus démocratique. Nous en convenons totalement. Maintenant, nous ne souhaitons pas des insurrections et le désordre dans nos pays. J'ai indiqué dans la salle que je souhaite que les changements qui vont se faire... Alors, Alassane Ouattara, qui ne désire pas des insurrections et des désordres dans les pays respectifs. Ok? Vous savez très bien comment est-ce que la rébellion s'est passée. Vous savez très bien comment est-ce que la bataille d'Abidjan s'est passée. Ce n'était que des insurrections et du désordre. Et même ce désordre continue encore jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est militaire, qui est gendarme, qui est comme zone, où sont les responsabilités. À longueur de journée, un certain nombre d'Ivoiriens sont brimés, meurent. Quelle est la réalité et la vérité sur le cas de Joël Thiomoko? Quelle est la réalité sur un certain nombre de braquages dans les taxis? La Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup d'insécurité, où les armes circulent un peu partout. Mais voilà, Alassane Ouattara ne veut pas de désordre et d'insurrection. Vous vous souvenez qu'il disait « Je rendrai ce pays ingouvernable. Je ferai de sorte que ce pays ne soit pas géré. » Aujourd'hui, lui, il veut que ce pays-là soit géré avec beaucoup de discipline. Donc voilà un peu un des paradoxes que je voulais vous montrer. Mais on poursuit. Dans nos jeunes pays qui ont besoin de se construire en nation, tiennent compte de deux choses, de la Constitution et des institutions. Si nous n'avons pas... Alors, la Côte d'Ivoire a besoin de se construire en nation, selon les dires d'Alassane Ouattara. Comment tu construis une nation lorsqu'il y a un certain nombre d'Ivoiriens sont en exil? Comment tu construis une nation lorsque, jusque-là, tu as du mal à faire de sorte que la justice puisse intervenir dans le cas des prisonniers politiques? Comment est-ce qu'on fait de sorte que la Côte d'Ivoire soit une nation? Comment est-ce qu'on fait de sorte que les Ivoiriens se parlent? Donc voilà, c'est bien beau de temps à autre de sortir de belles phrases, des phrases poétiques, des phrases lyriques, mais sans que derrière il puisse avoir du concret. Qu'est-ce que tu fais? Nous n'arrivons pas à nous accrocher à nos constitutions, à nos institutions, et qui sortent
du vote populaire, référendum. À ce moment-là, nous n'aurons jamais... Alors, je vais même arrêter la vidéo et tout, je vais juste continuer. Donc voilà, Alassane Ouattara nous parle de vote populaire, nous parle de respect de la Constitution, nous parle de référendum. Référendum sur quoi? Sur quoi? Depuis quand les Ivoiriens savent ce qui se passe en matière référendaire? Donc vous voyez, c'est plein de paradoxes comme ça qu'un certain nombre de personnes ont. Donc à ce sommet-là, on a compris tout simplement qu'ils étaient vexés dans leur orgueil. Alassane Ouattara a dit ouvertement qu'il n'aimerait pas des ingérences et tout dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est élu, que la première des choses qu'on fait, c'est de reconduire, n'est-ce pas, les accords militaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est élu et que la première des décisions qu'on prend concernant les entrepreneurs, c'est de dédommager les entreprises étrangères, simplement parce que on estime que les entreprises étrangères sont au cœur même de l'activité économique de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est élu et que tous les signaux forts qu'on apporte, c'est pour la communauté internationale. Donc pour ceux qui ont œuvré pour qu'on soit au pouvoir, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous dire aussi par la même occasion que ces mêmes personnes qui vous ont aidé à venir au pouvoir ont le droit d'ingérence, ont un droit de regard sur ce pourquoi ils ont bataillé. Une guerre, elle coûte cher. Une guerre, elle se paye. Une guerre, c'est coûteux. À partir du moment où quelqu'un a investi pour que vous soyez au pouvoir par la guerre, par un certain nombre de manipulations, on va dire, médiatiques, et que vous êtes là, ben, excusez-moi de vous le dire, cette personne-là a droit de regard sur ce que vous faites. Cette personne-là décide, n'est-ce pas, du bon vouloir. Cette personne-là décide en temps et en heure, contre vents et marées, de ce que vous devez devenir. Donc, un de nos combats, comme je le dis toujours, est là. Rien ne sert de nous attarder sur Soro Guillaume, sur Ouattara, sur tous ceux qui dirigent le pouvoir. L'important du problème est là. C'est que chaque fois que de façon constante, que de façon probante, l'extérieur va aider un président africain à s'installer, mais ceux qui l'installent vont forcément décider, vont lui donner une feuille de conduite. La preuve, chaque fois qu'un président ouest africain, n'est-ce pas, est élu, son premier rendez-vous est de venir à l'Élysée, passer sur le tapis rouge, passer son oral et prendre, n'est-ce pas, sa feuille de mission. Donc voilà, ça fait un bon moment que je dis que l'avenir de la francophonie, n'est-ce pas, c'est les Africains. Il n'y a que les Africains qui font encore perdurer cette langue, que les Français d'ailleurs parlent si mal. Nous avons 1 million d'illettrés français blancs qui ne savent même pas écrire leur nom. Et c'est des choses qui étaient impensables. Lorsque nous étions en Afrique, nous pensions que tous les Français, n'est-ce pas, de façon naturelle, parlent français. Mais non, ils ne savent pas parler français. Donc voilà. Il y a deux choses qui sortent de cette réflexion, de ce que demande François Hollande et de la réaction d'Alassane Ouattara. Soit ils ont compris que chaque fois qu'ils avaient un président à leur botte, un président béni oui-oui, c'est un président qui n'était pas aimé par son peuple. Donc, par conséquent, ils permettent un certain nombre de manœuvres à Alassane Ouattara. Ils lui disent de se mettre dans la posture de celui qui défend les intérêts africains, de se mettre dans la posture de celui qui défend les intérêts ivoiriens. Soit Alassane Ouattara est en train de prendre de graves risques, fait prendre de graves risques, n'est-ce pas, au peuple ivoirien. Parce que une rébellion de sa part, donc une insoumission de sa part aura, n'est-ce pas, de graves conséquences sur les relations France-Afrique. Sachant que la France décide à l'œil de qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce sont des postures qui doivent inquiéter les Ivoiriens, car les Ivoiriens n'ont pas encore envie de plonger dans une énième guerre, dans une énième rébellion. Donc voilà, lorsque un président, juste après le sommet de la francophonie, il se rend en France et tout pour faire une déclaration conjointe, n'est-ce pas, avec François Hollande sur, n'est-ce pas, la possibilité, donc sur le plan qu'on appelle désendettement, développement, et que la France, n'est-ce pas, nous concède un certain nombre de milliards. Donc je vous montre la photo, juste après le sommet de la francophonie. Voilà, le monsieur s'est rendu en Europe
encore pour faire une déclaration conjointe avec François Hollande. Donc, qu'il arrête de nous distraire. Ok? Lorsqu'on décide de se faire sodomiser, il faut accepter tout ce qui est pratique anale. Lorsque on décide, n'est-ce pas, de faire de la prostitution politique, ben, il faut accepter tout ce qui est préservatif, tout ce qui est lubrifiant. Ok? Nous disons simplement à tous ces présidents africains pantins, à tous ces présidents africains indignes, à tous ces présidents africains qui, n'est-ce pas, sont portés haut, n'est-ce pas, par la communauté dite internationale, que rien ne sert de jacasser, rien ne sert de gigoter, parce que il va de soi que celui qui t'a aidé, celui qui t'a promu à un poste, il va de soi que cette personne-là soit aussi à la base, n'est-ce pas, de ta chute ou de ta réélection. Voilà. Pour ma part, ce que j'aimerais dire encore aux Ivoiriens ce soir, c'est que Alassane Ouattara, c'est celui-là qui passe son temps à privatiser un certain nombre de sociétés ivoiriennes. La société de l'eau, donc la SODECI, vous savez comment c'est, ok? Les Ivoiriens tapent maintenant un certain nombre de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Vous savez très bien par rapport à la société d'électricité, comment est-ce que nous subissons un certain nombre de délestages. Voilà. Au point de vue bancaire, vous voyez les investissements qui sont faits, donc la bancarisation. Vous voyez à peu près dans les investissements de logements sociaux, dits sociaux en ce moment et tout, vous voyez qu'ils font la part belle à tout ce qui est entreprise marocaine. Quelle est la place de l'Ivoirien dans ce que vous faites? C'est ce que nous demandons. Quelle est la place de l'Ivoirien? Privatisation. Aucun protectionnisme. En France, les gens passent maintenant, les entreprises françaises commencent à se protéger contre l'extérieur, contre la Chine, un certain nombre de choses. Nous, c'est le contraire. Chaque jour, nous donnons une parcelle de terre, nous donnons une partie du pays, nous faisons de sorte que, n'est-ce pas, l'Ivoirien n'est même pas sa place au final. Et quand je parle de l'Ivoirien, je parle de l'Ivoirien naturalisé, l'Ivoirien de souche, l'Ivoirien par adoption ou l'Ivoirien par mariage. Quelle est la part de l'Ivoirien dans tout ce qu'on fait? Donc voilà, ce sont les vrais problèmes qu'il faut voir. C'est triste pour l'Afrique, c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que nos politiques en ce moment, l'opposition gagnerait à très vite, n'est-ce pas, à régler tous ces problèmes internes et à se concentrer sur les vrais problèmes qui minent la Côte d'Ivoire, à savoir que les Ivoiriens sont dépossédés de leurs terres, à savoir que les Ivoiriens sont dépossédés de tout ce qui est moyens financiers, du pouvoir d'achat, c'est tout cela. Et il faudrait aussi que les Ivoiriens arrêtent ce que moi j'appelle simplement des cultures d'aliénation. Quel est l'Ivoirien qui boit le café le matin? Quel est l'Ivoirien qui mange le chocolat le matin? À quoi sert de faire l'EVA? Si on n'achète pas ton EVA, qu'est-ce que tu fais de ton caoutchouc? Qu'est-ce que tu fais du liquide? Tu fais une sauce avec? Rien du tout. Il faut arrêter des cultures qui ne nous rapportent pas. Il faudrait que l'Ivoirien cultive tout ce qui, au demeurant, s'il n'est pas acheté, peut lui servir de nourriture. Cultiver du piment, cultiver de la tomate, cultiver des pommes de terre, cultiver des ignames, cultiver le riz, cultiver tout ce qui peut nous aider à l'autosuffisance. C'est ce qui est important. Et un dernier message au président Ouattara. Rien ne sert de prendre des crédits revolving. Parce que ce qu'il fait, c'est des crédits revolving qu'il prend au nom de la Côte d'Ivoire. Un crédit revolving, c'est un crédit avec un taux très intéressant la première année, mais qui passé la première année, une fois les mensualités ne sont pas payées, on passe à des taux très élevés. Voilà. Et le crédit revolving, tous ceux qui vivent en Europe, ils le savent, tout le monde vit à crédit. Mais un certain nombre de personnes aujourd'hui, un certain nombre d'Ivoiriens sont interdits bancaires simplement parce qu'il y a un piège. Voilà, c'est un crédit à piège. Et c'est la même chose. Emprunter au nom de la Côte d'Ivoire, sachant que des gens comme Brumbo Abré ont fait le budget sécurisé, sachant que le port et la douane, les impôts, simplement pendant 10 ans, ont permis à Gbagbo de gérer la fonction publique ivoirienne, de faire tout ce qui est projet d'aménagement et tout ce qui est projet sociaux, et que nous, aujourd'hui, pour un oui, pour un non, Alassane Ouattara passe son temps à venir emprunter en France
pour nous faire un pont, on nous miroite le troisième pont, le troisième pont. Le plus grand pont suspendu d'Europe est en France. C'est pas pour autant que les Français, dès que tu allumes la télé, ils te montrent ce viaduc. Voilà, je veux dire, c'est en soi, c'est quoi un pont? Et c'est un pont qui relie où à où? Voilà, ce n'est même pas un pont qui va relier des zones industrielles, qui va prendre des populations de Yopougon, qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'aller au travail plus vite. Ce n'est même pas une zone d'activité. Un pont qui va aller dans les résidences, dans les zones résidentielles, où il y a un certain nombre de bourgeois qui y vivent. Il faut faire de sorte que les Ivoiriens vivent mieux. Les Ivoiriens, il faudrait que les Ivoiriens réclament un certain nombre de choses, car l'heure est grave. Les accords militaires ont été encore plus ficelés qu'avant. Donc l'armée française va rester encore en Côte d'Ivoire pendant longtemps. Aujourd'hui, c'était mon message, ça. C'est que l'Afrique souffre, la Côte d'Ivoire souffre. On a des dirigeants qui sont des hommes d'affaires, ok? Qui sont en tout cas des excellents hommes d'affaires. Mais nous leur disons que, au-delà de leurs affaires fructueuses, au-delà de tout ce qu'ils vont contacter, il faudrait qu'ils prennent en compte simplement le bien-être de l'Ivoirien. Il faudrait qu'ils fassent de sorte que le panier de la ménagère, n'est-ce pas, soit amélioré. Il faudrait que les Ivoiriens se sentent en sécurité. Il faudrait que les Ivoiriens aient le sentiment de bien-être quand même dans leur pays, que les Ivoiriens ne vivent pas dans la crainte et que les Ivoiriens aient les mêmes droits, n'est-ce pas, que les étrangers et que les expatriés, n'est-ce pas, ne vivent pas de façon paradisiaque et que les Ivoiriens, les vrais, les purs de souche, puissent souffrir à longueur de journée. Ce sont des situations qui ne vont pas durer. Et je dis toujours, tous les ingrédients d'un cocktail Molotov sont réunis. Seulement qu'on ne sait pas à quel moment cela va exploser, mais la Côte d'Ivoire n'est pas sereine. Il faut une sérénité à la Côte d'Ivoire. C'était mon message d'aujourd'hui. Merci à Elle Koutchen, merci à l'imposteur, merci à tous les jeunes Africains dignes, merci à la diaspora gabonaise qui travaille pour bouter hors du Gabon Bongo Fils. Merci à tous les Togolais qui sont prêts aussi pour que Fort, le fils Eyadema, n'est-ce pas, puisse aussi sortir aussi de cette façon france-africaine de gérer son pays. Merci à tous ceux qui ont fait reculer Boni Yahi. Merci à tous les Burkinabés, le pays des hommes intègres qui ont montré à Blaise Compaoré qu'il était déboulonnable. Voilà. Et merci aussi à tous ceux qui, partout où ils sont, luttent pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire libre, fraternelle et paisible. Et merci à tous ceux-là. Pour une fois, je vais faire un petit coucou à Amiral Eouma, voilà, qui est du leader certes, mais qui dénonce aussi un certain nombre de méfaits, de tares de la société ivoirienne. Bravo à toi, c'est ce que nous disons. Peu importe le parti où nous sommes, mais il y a une réalité, c'est que nous devons critiquer de façon objective tout ce qu'il y a à dénoncer en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que, de façon unilatérale, le sort des Ivoiriens est noué par une signature, est balisé, est validé dans tous les pays. On contracte des crédits à longueur de journée au nom de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est dangereux et cela me fait très mal. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les réfugiés, n'est-ce pas, au Maroc, à tous les réfugiés au Togo, au Ghana, à tous ceux qui souffrent dans leur chair, à tous ceux qui ont perdu un certain nombre de biens, à tous ceux qui malgré tout gardent espoir, car la Côte d'Ivoire ira mieux demain. Ça, c'est la seule certitude que nous avons. À tous ceux-là, nous disons bravo et continuez le combat, la lutte est longue. Merci. Chanel K, je ne t'ai pas oublié, maman. Soutiens-nous toujours.